Et vous êtes sur Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Arcade, qui poursuit son petit chemin de la route et qui va rencontrer sur ce petit chemin de la route ma camarade Piquet-Cou qui va vous lire un extrait du bouquin sur Adolfo Kaminski, écrit par sa fille, Une vie de faussaire de Sarah Kaminski. Oui, alors il faut préciser que c'est une exposition qu'on est allé découvrir au musée d'art et d'histoire du judaïsme et qu'on a rencontré c'est un personnage quoi, qui a été tout autant faussaire que photographe, qui a excellé aussi bien dans les faux papiers que dans la photographie, qui s'est caché toute sa vie. Donc on va commencer effectivement, je vais vous lire de tout début du livre. Et après, on pourra un petit peu raconter des petites choses comme ça, parce que c'est un livre magnifique, quoi. Paris, janvier 1944. Arrivé devant la bouche du métro Saint-Germain-des-Prés, je m'y engouffre sans perdre de temps. Je dois rejoindre l'est de Paris, direction Père-Lachaise. Je choisis un strapontin à l'écart des autres passagers. J'ai, dans ma mallette, un contenu précieux que je serre contre moi. Je décompte les stations qui défilent. République, plus que 3. Il y a du bruit, des voix en provenance du wagon d'à côté. Le métro siffle depuis plusieurs secondes. Pourtant, les portes ne se referment pas. Les voix cèdent au bruit de pas, bruyant, sec, bien particulier. Je les reconnais immédiatement. Une douleur brûlante monte dans ma poitrine, au moment même où une patrouille de miliciens, brassards en évidence et bérets basques vissés sur des crânes à la nuque tondue, fait irruption dans la rame de métro. Un signe au chauffeur et les portes se referment. Contrôle de papier, fou général. Je ne me retourne pas vers eux, j'attends mon tour tout au fond du wagon. J'ai beau m'être habitué depuis longtemps au contrôle de police, aujourd'hui j'en ai peur. Garder mon calme, camoufler mes émotions, surtout qu'elles ne me trahissent pas aujourd'hui, pas maintenant. Empêcher ma jambe de battre la mesure imaginaire d'une musique effrénée, empêcher cette goutte de sueur de perler sur mon front, faire cesser l'afflux du sang dans les veines, ralentir les battements du cœur, respirer lentement, comprimer la peur, masquer l'angoisse, stoïque. Tout va bien, j'ai une mission à honorer, rien n'est impossible. Là-bas, juste derrière, on inspecte les papiers, on fouille les sacs. Il faut que je descende à la station suivante. Un milicien est posté devant chaque porte. Il est évident que je n'ai aucune chance d'échapper au contrôle. Alors de moi-même, je me lève et pars avec assurance présenter mes papiers au milicien qui s'approche de moi, tout en lui faisant signe de la main que je dois bientôt descendre. Il se met à lire à voix haute les informations inscrites sur ma pièce d'identité. Julien Keller, 17 ans, teinturier, né à Aoun, département de la Creuse. Il tourne la carte pour l'examiner sous tous les angles, relève par à coup ses petits yeux suspicieux, scrute ma réaction. Je sais qu'il ne peut deviner ma peur, je parais serein. Je sais aussi avec certitude que mes papiers sont en règle, d'ailleurs, c'est moi qui les ai fabriqués. Papiers en règle, Keller, c'est alsacien ? Oui. Et là, qu'avez-vous là-dedans ? Voilà précisément ce que je voulais éviter. Le milicien désigne la mallette que j'ai à la main et dont j'en serre nerveusement la poignée. L'espace d'un instant, je crois sentir le sol s'effondrer sous moi. Je voudrais prendre mes jambes à mon cou et déguerpir, mais toute tentative de fuite serait vaine. Un vent de panique me glace le sang, il faut improviser et vite, prendre un air étonné, le plus idiot possible. « Il est sourd, il y a quoi là-dedans ?» demande le milicien en haussant le ton. « Mon casse-croûte, vous voulez voir ?» Joignant le geste à la parole, j'ouvre ma mallette, pas de problème, il y a bien un casse-croûte à l'intérieur. Pourvu qu'il soit assez gros pour cacher ce que je dois dissimuler à tout prix. Après une seconde d'hésitation, le milicien me dévisage, fouillant mon regard à la recherche d'une faille. Alors je lui offre mon sourire le plus niais, quelque chose que j'ai toujours su faire chaque fois que nécessaire, avoir l'air bien bête. Les secondes qui suivent sont de celles qui paraissent des heures. Nous sommes arrivés à la station Père-Lachaise et le train siffle la fermeture des portes. C'est bon, vous pouvez partir. Voilà, ça c'est le début du livre. Alors on va voir qu'Adolfo Kaminski a été faussaire, il a fait de la résistance pendant la guerre, il a aidé
Juifs à retourner en Palestine, il a travaillé avec le FLN, il a travaillé avec tous les révolutionnaires après avec l'Afrique du Sud, enfin on va détailler un petit peu sa bio. Et je trouve que cet extrait, ce début de livre est important parce qu'il résume complètement ce qu'a été sa vie, c'est-à-dire qu'il a toujours dû se cacher, il a toujours dû user d'une prudence immense pour ne pas faire... que son laboratoire ne soit pas découvert. Donc cet homme a vécu une vie complètement cachée pendant de très longues années, ce qui explique aussi que son parcours de photographe n'ait pas été connu parce qu'il voulait absolument rester caché. Anonyme. Voilà. Et pas oublier qu'on est en 1944, c'est quasiment la fin de la guerre, et voilà, alors donc il y a une pression encore plus forte sur lui, puisque voilà, et puis là il a dans sa mallette, on ne l'a pas dit, mais ce qu'il a dans sa mallette, c'est son petit matériel de faussaire. Voilà, parce qu'il doit rejoindre un lieu pour amener aussi des faux papiers, etc., etc. Quoi. Il se balade toujours avec des trucs, c'est des explosifs, quoi. Si jamais il se faisait prendre, parce qu'il y passe au travers pendant toute la guerre, mais je suis persuadé qu'on le rechercherait, parce que un faussaire comme lui, ça passe pas inaperçu, enfin son travail en tout cas. Voilà. Alors ce qu'il raconte, c'est qu'effectivement, il est tout jeune, hein, il a 17 ans, donc en fait, ce qui va le sauver, c'est son jeune âge. On n'imagine pas qu'un faussaire aussi performant soit aussi jeune. Ouais, voilà. Alors si on va sur le site du musée d'art et d'histoire du judaïsme, et ce qu'on peut voir à l'intérieur du musée également, c'est une petite vidéo de 15 minutes qui est faite en grande partie à partir d'ombres chinoises et qui raconte tout le début du livre, comment il travaille à ses faux papiers, comment il va rentrer dans la résistance, quelles sont ses peurs, quels sont tous ses atouts. On va voir que c'est un homme de génie. Enfin, oui, bon, parce que écoutez quand même, avec toute cette résistance à l'intérieur du pays occupé par les Allemands, mais après, quand il aidait les Algériens, quand il a aidé tous les révolutionnaires du monde quasiment à faire des faux papiers, mais même en France, ils faisaient des cartes d'alimentation, tout ce qui pouvait être fait comme faux pour aider les gens, il le faisait. Il a quand même sévi pendant plus de 20 ans dans le monde, quoi. Je veux dire. 30 ans, je crois qu'il a passé 30 ans. Il est passé au travers de tout. Mais comme disait ma camarade, c'est parce qu'il avait une prudence maladive. Tout était pensé à l'avance. Voilà, il a jamais laissé quelqu'un rentrer dans son labo s'il le connaissait pas. Voilà. Après, il ne rencontrait jamais des gens comme ça si c'était pas introduit par d'autres, etc., par les réseaux de résistance. Voilà, c'était quelqu'un, mais il s'est jamais fait prendre. Voilà, ça parle pour lui. Ouais, complètement. Et on va voir, il raconte par exemple que quand il faire des faux papiers, c'est pas simplement oui, faire un passeport, faire une carte d'identité, c'est faire, comme tu le dis, les quittances de loyer, les cartes d'alimentation. Donc c'est un travail énorme. Il raconte aussi qu'à un moment il doit sauver en une nuit, ou je sais pas, il a 2 jours. 300 enfants. Il doit sauver 300 enfants, donc on lui annonce ce boulot et il se met à tout faire. Et en fait, il fait 30 papiers par heure. Voilà. Donc on va voir dans ce petit film, toujours en ombre, en théâtre d'ombre, comment il travaille jusqu'à épuisement, jusqu'à s'évanouir, parce qu'au bout d'un moment, il peut plus. Et il dit, il faut pas que je dorme, parce qu'une heure de sommeil, c'est 30 enfants que je ne sauve pas, quoi. Voilà, tout à fait. Et c'est ce qui conduira son action pendant toute la guerre en France, pendant toute la guerre d'Algérie, pendant que des réfugiés juifs d'Europe centrale partaient pour la Palestine, etc., etc., etc. Ça n'a pas arrêté jusqu'à temps qu'il soit d'un âge vraiment avancé et qu'il puisse plus, quoi. Hein. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades.
Sortez de la paille, les fusils à mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, très vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Comme du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté vous écoute. Le chant des partisans, Germaine Sablon. Et vous écoutez Arakaï, on est en plein dedans. On a dédié cette émission très particulière pour nous, en tout cas, à Adolfo Kaminski, un faussaire de génie, un photographe aussi assez génial. Voilà. On en est au début de sa vie, mais croyez-moi qu'à lire ce petit bouquin, à la fin, on reste sur les genoux. Ouais. Alors je vais raconter un petit peu sa vie, savoir comment il en est arrivé là, parce qu'on ne devient pas faussaire comme ça. Non. On ne naît pas faussaire. Donc voilà. Alors en fait, il est né en 1925. Il est né en Argentine, à Buenos Aires. Il faut savoir que ses parents sont originaires de Russie et de Géorgie, qu'ils s'étaient rencontrés en France, mais qu'ils étaient engagés au sein du Bund. Le Bund, c'est l'Union générale des travailleurs juifs de Lituanie, de Pologne et de Russie, et qu'ils ont été contraints justement en 1917, de partir en Argentine. Donc en 1930, les Kaminski décident de revenir en France, mais en fait ils vont être refoulés, arriver à Marseille, donc on va les obliger à repartir à nouveau en exil. Ils vont arriver en Turquie, et en fait en Turquie, pendant 2 ans, ils ne pourront pas régulariser leur situation. Ça, c'est quelque chose qui est important, parce que justement, Adolfo Kaminski est très sensible à ces situations où on n'a pas de papier, où on n'a pas d'identité, parce qu'il en a lui-même souffert une grande partie de sa vie, quoi. Comme beaucoup de juifs de cette époque. Alors en 1932, la famille va s'installer à Paris, puis après, elle sent quand même que il se passe des choses pas très saines, donc elle part à Vire dans le Calvados. C'est là que vit le frère de sa maman, donc son oncle. Donc lui, il travaille au départ avec son oncle, mais ça se passe pas très bien. Il a un oncle un peu space. Voilà, il fait des marchés, je crois, avec son oncle, mais il y a quelque chose qui ça va pas. Il aime pas les relations, il aime pas la façon dont son oncle... Surtout lui, Adolfo, il a horreur d'être vendeur sur un marché. Voilà. Donc en fait, il va travailler comme ouvrier à l'usine de la Société Générale d'Équipement. Là, il a juste 14 ans, il est pas bien grand. Et là, les Allemands occupent la Normandie. L'usine doit licencier ses employés juifs, et il va être engagé dans une teinturerie. Et c'est là en fait que sa vie va basculer, parce qu'il va se passionner pour la chimie. Donc il peut acheter du matériel pour ses expériences grâce à un pharmacien, c'est Monsieur Grandcourt. Oui, extraordinaire. Et c'est là qu'il va travailler pour la Résistance. Oui, parce que le pharmacien était dans la Résistance. Voilà. Et en fait, c'est là qu'il va découvrir qu'il a un génie de la chimie, c'est-à-dire qu'il comprend complètement toutes les réactions, et son patron va voir qu'il est capable, même le pharmacien, de faire partir toutes les tâches possibles et imaginables. Il n'y a rien qui lui résiste. Il n'y a rien qui lui résiste. Il est tout petit, il a 17 ans. Quoi. À peine, là. À peine, non. 15 ans, 16 ans, je sais pas. Ouais, il a 17 ans. Donc, en fait, c'est ça. On voit aussi dans ce petit film comment il peut faire partir une tache sur une robe de mariée, et après, ce que le pharmacien va surtout comprendre, c'est qu'il va pouvoir commencer à falsifier ses papiers. Donc justement, au départ, c'est enlever simplement le mot juif sur les cartes d'identité. Le mot juif qui a imprimé en rouge au tampon, juif, qui barre les pages. Et lui, il arrive à faire partir, parce qu'il y avait des tentatives, mais ça réapparaissait toujours. Lui, il arrive à le faire disparaître définitivement. Ouais, complètement. Et ouais. Donc voilà, il n'a que 14 ans. Donc il est...
Et en même cette même année, en fait, il perd sa maman. Et en fait, il y a quelque chose qui est pas très clair. Sa mère va voir son frère, je crois dans le train Paris-Granville. En fait, il y avait une sombre histoire où la ferme de son frère, c'est ça, devait être achetée pour faire une maison close. Non, pour c'est les pas la Allemands. ferme, c'est la maison où ils habitaient, qui est une immense maison bourgeoise. Et il y avait la commandanture qui voulait en faire un bordel à soldats. Et donc le commandant allemand était venu avec la mère Macrel de la maison close du Bled pour essayer de louer, ou je sais pas, ou de racheter, plutôt de louer, non, de racheter peut-être. Et donc l'oncle, quand il a entendu ça, il les a foutus dehors. Fallait foutre un commandant allemand, quand on est juif, hein, un commandant allemand dehors avec la mère Macrel. Donc, sur le coup, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de représailles, mais quelques temps après, quand même, la maison a été réquisitionnée et le tonton a dû se barrer, parce que s'il se barrait pas, là, la vengeance est un plat qui se mange froid, il se faisait déporter, etc. Ouais. Et la maman, elle est allée à Paris pour le prévenir qu'il fallait qu'il se casse, parce que même à Paris, il était en danger. Et voilà, et la maman, elle est morte elle a été... soi-disant tombé du train. Oui, tombé du train. Voilà. Ça, oui, il y a beaucoup de gens qui tombé du train. Ouais, mais ils tombent pas volontairement d'une manière générale. Voilà. Alors pourquoi la maman a été tuée? Voilà. C'est un mystère. Enfin, Voilà, ça il n'y a pas d'explication. Donc claire. quand même, quand on a sa maman qui disparaît dans ces conditions-là, et le tonton, lui, s'en est sorti puisqu'il s'est tiré, il a pu aller se planquer. Voilà. Et donc en octobre 43, ils vont toute la famille va être à la prison de la Maladrerie à Caen et ils vont être transférés à Drancy. Ah, ouais. Voilà. Et là, en fait, ce qui va les sauver, c'est l'intervention du consulat argentin, parce qu'il y avait des accords avec l'Allemagne, donc les Juifs argentins, en fait, pouvaient être libérés. Mais c'est aussi parce que je crois que c'est le frère d'Adolfo. C'est son frère aîné qui a à Drancy et tout ça, qui a mis des papiers partout quand il était transporté à Drancy. Il jetait les papiers en dehors de l'autocar, je sais pas pourquoi. Et donc, en disant que voilà, prévenez le consul d'Argentine que des Argentins vont être internés à Drancy. Et c'est grâce à ça qu'il y a eu une intervention. Mais aussi, quand ils sortaient de Drancy, ils ont croisé un convoi d'Argentins de Juifs argentins, qui venaient à Drancy parce que les accords venaient d'être rompus avec l'Argentine. Ça, c'est la deuxième fois, parce qu'ils ont été une deuxième fois internés voilà, à Drancy. Ça, Et là, effectivement, il a eu une chance incroyable. Il y a eu une mésentente, il y a eu, voilà, tout n'était pas il y a eu un flottement. Donc, en fait, on les a libérés et en fait, les accords étaient plus valables, donc ils n'auraient pas dû être libérés. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, après cette première sortie de Drancy, la famille décide de se séparer pour pouvoir pour survivre. Donc lui, il a 18 ans et c'est là qu'il est dans la résistance, dans ce laboratoire clandestin à Paris et qui travaille pour le mouvement de libération nationale, pour la 6e, donc c'est la branche clandestine des éclaireurs israélites de France, et pour l'organisation juive de combat. Et donc il va passer tout ce restant de la guerre à faire des faux papiers, permettant ainsi donc à des juifs d'être sauvés et ainsi aux juifs, aux enfants, enfin tous les gens qui peut sauver, quoi. Tout en faisant pour la résistance. Tout en faisant pour la résistance, quoi. Et c'est là qu'on voit un petit peu dans le livre, il raconte plein d'anecdotes, ses rencontres, et lui son idée de réussir à faire des faux papiers, ce qu'on racontait pour le mot juif, c'est que tout ce qui a été fait par l'homme, un homme peut l'enlever, quoi. Tout à fait, peut le défaire. Et d'ailleurs, mais il y a eu aussi un drame dans cette histoire de faux papiers pour les enfants juifs, puisque il y avait une colonie d'enfants juifs et il a fourni les papiers, etc. Mais le moniteur, en passant, parce qu'il pour aller en Suisse, et le moniteur, il s'est fait choper par les Allemands, et tout le monde est parti joyeusement en camping à Auschwitz. Ouais. De même qu'il raconte que quand il avait des papiers à fournir, quand il savait qu'une rafle allait avoir lieu, en fait, il faisait les papiers dans la nuit et il apprenait par cœur les adresses, il visitait toutes les familles en leur donnant les papiers en disant de partir et qui tombait sur des familles, une femme particulièrement qui était avec ses enfants.
qui elle disait non, moi je suis française, je vis là, je pars pas quoi. Oui, Et il repartait lui le ventre en marmelade parce qu'il savait très bien que le lendemain la famille, cette mère et ses enfants seraient déportés. 5 enfants. Et à la fin de la guerre, donc il va être engagé par les services secrets de l'armée française pour fabriquer des faux papiers allemands pour les agents infiltrés derrière les lignes. Et en fait, en 1945, il va quitter les services secrets parce que c'est le moment de la guerre d'Indochine. Et lui, en fait, il veut pas du tout travailler au moment de la guerre d'Indochine. Il est anticolonialiste. Donc, pour lui, l'Indochine doit se libérer. Donc, il n'est pas du tout question à ce moment-là d'aider les services secrets. Alors, on peut noter, ce qui a guidé toute sa vie, on verra aussi pour son engagement pour l'Algérie, c'est qu'il a toujours travaillé gratuitement. Il a refusé d'être payé, gardant ainsi toute liberté à chaque fois de dire non, ça, je veux pas le faire, ça correspond pas à mon éthique. Et c'est vraiment très important. Ah oui, c'est très important. Alors, il se débrouillait avec des petits travaux de photographie pour pouvoir survivre, mais cette liberté a guidé toute sa vie, quoi. Oui, il faut dire qu'il avait pratiquement pas l'argent pour vivre. Il vivait misérablement, quoi. Voilà. Il vivait misérablement. Donc après, il va s'engager pour faciliter le départ des Juifs vers la Palestine. On sait très bien que c'est le moment où il y a des groupes comme le groupe Stern, comme la Haganah, qui font des attentats pour faire partir les Anglais. Effectivement, il y a des Juifs qui n'ont plus d'endroit où aller. Donc lui considère que c'est normal de les aider à intégrer l'État d'Israël. Il y a le groupe Stern et le groupe Haganah se font la guerre. Il va réussir à travailler pour les deux. Par contre, il refuse absolument l'action violente et il va refuser d'ailleurs de faire un attentat contre un Premier ministre britannique. Et comme il peut pas le refuser comme ça, en fait, il va truquer la bombe qu'il doit faire et le train doit dérailler. Et en fait, il va complètement truquer la bombe pour qu'elle n'explose pas. L'allumage ne fonctionnera pas. Ouais. Voilà. Oui, parce que c'est ça aussi. C'est qu'il était profondément pacifiste et il voulait pas. Non. Oui, voilà, c'est tout simplement. Et que tu vas nous raconter la suite avec le groupe Stern et tout ça. Ouais. Alors là, justement, c'est dans le livre, c'est au moment de la déclaration de l'État d'Israël. Donc voilà ce qui est écrit, ce que Sarah Kaminsky écrit le 14 mai 1948. Conformément à la résolution de l'ONU, David Ben Gourion proclama la déclaration de création de l'État d'Israël selon le découpage prévu. Le lendemain, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et le Liban attaquèrent la nation qui venait d'éclore. C'est à cette époque que la plupart des copains de l'organisation émigrèrent en Palestine pour construire le pays. Dans les enveloppes de M. Paul, je voyais défiler les photos d'identité de tous mes amis pour qui je devais faire de faux passeports et des visas. Quant à moi, je devais les rejoindre une fois le travail achevé. Mais les mois passèrent et je ne le souhaitais plus. La guerre qui avait lieu là-bas me mortifiait. Pendant que d'un côté on allait bientôt chanter la victoire, que de l'autre on pleurait la défaite, je continuais de trimballer mon amertume et mon pays mixte comme un boulet à chaque pied. Et puis, j'avais imaginé un pays solidaire, collectiviste et surtout laïque. Je n'ai pas supporté que le nouvel État choisisse le religieux et l'individualisme, parce que c'était tout ce que je détestais. Une religion d'État, cela revenait à créer encore une fois deux catégories de population, les Juifs et les autres. La victoire contre les Anglais avait-elle éclipsé les idéaux pour lesquels nous combattions depuis plus de 2 ans ? J'eus beau expliquer mon raisonnement, chercher à convaincre, personne ne partagea mes doutes, j'étais le seul à être athée. Tu veux dire que tu regrettes, lui demande sa fille. Bien sûr que non, je suis fière d'avoir participé à l'immigration clandestine de dizaines de milliers de rescapés, autant que d'avoir contribué à la création de l'État d'Israël, mais j'ai appelé M. Paul pour lui annoncer que je n'irais pas là-bas. Je lui ai expliqué que je préférais le pays qui avait choisi la laïcité et promulgué la Déclaration des droits de l'homme, même s'il n'était pas toujours respecté, même si j'y étais toujours clandestin. Il l'a très mal pris, mais après tout, je n'avais pas prêté serment à l'AJ, je ne lui devais rien. Tous y sont allés sauf moi, je ne les ai pas revus, mais je sais qu'ils m'ont attendu de longues années. Voilà, il se déclare antisioniste, ça c'est... Tout à fait. Ce qui le rend encore plus cher à nos cœurs. Voilà. Donc en fait, on est en 48, là il va faire des tirages photos pour le cinéma, il spécialise donc dans la reproduction d'œuvres d'art et ça lui sert un peu de couverture. Enfin, il vit comme photographe jusqu'à ce qu'il doit partir s'installer aux États-Unis. Il a rencontré une femme dont il est follement amoureux et en fait elle part en avance. Lui dit écoute, je te rejoins, je vends mes affaires, je vends tout ce que j'ai et je te rejoins aux États-Unis. Et en fait c'est à ce moment-là qu'il va être contacté en France par Francis Janson pour travailler pour le FLN, pour devenir donc un porteur de valises. Donc il ne partira pas aux États-Unis. Il sacrifie sa vie sentimentale
pour travailler à la dépendance de l'Algérie. Donc il va faire des faux papiers pour le réseau Henri Curiel, et donc qui vient en aide au mouvement de libération du tiers-monde, aux militants clandestins. Et après, il va travailler effectivement aussi bien pour les régimes dictatoriaux de Salazar, contre les régimes dictatoriaux de Salazar au Portugal, de Franco en Espagne, des colonels en Grèce. Il fait des faux papiers pour les déserteurs américains qui ne veulent pas faire la guerre du Vietnam. Et il y a une anecdote assez rigolo. Il dit qu'en 68, il a fait des faux papiers pour Cohn-Bendit, qui était réfugié en Allemagne, qui devait venir faire un meeting en France. Et donc il lui fallait pouvoir passer la frontière. Et là il dit c'était certainement le faux le plus médiatique et le moins utile que j'ai réalisé de toute ma vie. Et paf. Voilà. Donc après 30 ans de service, là il va se sentir un peu en danger. Il va sentir que le vent tourne. Il y a plusieurs fois il va se retrouver à être obligé de faire un faux passeport. On va lui proposer un passeport sud-africain à faire. Et en fait, on lui présente 3 fois le même passeport, et là, il a un peu peur. En fait, on sait qu'il y a eu l'assassinat d'Henri Curiel. Enfin, il se méfie et il va arrêter de travailler comme faussaire, quoi. Il va partir en Algérie. Voilà, il va partir vivre en Algérie parce qu'il a été sollicité par un ami, et il va rencontrer donc cette femme Leïla avec qui il aura 3 enfants. Dont Sarah. Dont Sarah. Voilà, il y aura Atahualpa, José et Sarah. Donc ils vont revenir après, ils vont revenir en 1982, ils vont revenir en France et ils vont se faire naturaliser français. On rendez compte, naturalisé français après 50 ans en France comme clandestin. Ouais. Et donc on l'appelait pendant toutes ces périodes de faux papiers, on l'appelait le technicien. Il pouvait tout faire. On lui a proposé, rien que pour le tester, de faire un passeport suisse qui sont réputés infalsifiables. Et lui, il va réfléchir, il trouve pas, il s'endort, et quand il se réveille... C'est-à-dire qu'il a rêvé la composition du papier. Voilà. C'est le papier qui est infalsifiable, en fait. Et lui, en rêve, il a trouvé la fabrication du papier, il a su, en se réveillant, comment il fallait le faire. Et il a fait un passeport infalsifiable, falsifiable. Voilà, donc il faut faire des passeports suisses, qui était super important, quoi. Non, c'est vraiment une découverte époustouflante. Hein. Oui, parce que regardez, il est antisioniste, là, pour nous c'est très important, il est pacifiste. L'argent, il n'en a rien à foutre, parce qu'il ne se faisait pas payer. Et on lui a proposé des millions, vous entendez bien, des millions pour faire des faux papiers, il a refusé. Voilà, c'est quelqu'un qui a toujours vécu sur son nuage, un être, un cœur pur. Quoi, voilà. Et il est toujours vivant. Oui, toujours vivant. D'ailleurs, on voit dans un petit film, il a été acheter son canard enchaîné, il vient avec son petit cabas, son canard enchaîné, sa canne, il revient chez lui. Voilà, et puis qu'est-ce qu'il dit ? Bon, maintenant, je ne peux plus faire grand-chose. Mais si chacun faisait ne serait-ce que 10% de ce qu'il a fait dans sa vie, on serait libéré de nos chaînes, je crois. Tout à fait. C'est comme une vision divine, radieuse, une surimpression qui s'ajoute au tableau. Ta silhouette est là, embrumée d'un halo, comme on voyait jadis sur les images pieuses. Paraît que Jamila, ça signifie la belle, limpide traduction, pléonasme élégant, le thème ou la version, ça te va comme un gant. La belle Jamila, Jamila la rebelle. Au sous-sol d'El Biar, ils traînaient leur capture. On surnommait aussi l'endroit centre de tri. Quelques soldats chantaient pour étouffer les cris de ceux qu'on remontait, meurtris par la torture. Ceux qui t'ont abîmé de manière indicible, tu les reconnaîtrais sur la moindre photo, mais le juge impartial te demande plutôt de délivrer leur nom. La cour est impassible, Jamila.
On fait taire les voix, on censure les lignes de Sagan Signoret à limite de Beauvoir ou Germaine Tillon dont le crime est d'avoir dénoncé haut et fort ces pratiques indignes. On t'éloigne d'Alger, on se voile la face au-delà de la mer, loin du cœur, loin des yeux, de barbe rousse à peau et de frêne à Lisieux. Croit-on qu'en voyageant le souvenir s'efface? On te relâche enfin au seuil de la victoire, mais dès le lendemain du grand référendum, les hommes te prieront de quitter le forum, comme s'ils étaient seuls à écrire l'histoire, Jamila. Madame à la maison, monsieur gagne la guerre. Tout sera comme avant, selon l'ordre établi. Elle aura des petits dans l'ombre et dans l'oubli. Qu'importe les combats qu'elle entreprit naguère. Que sont-ils devenus? Bourreaux et tortionnaires, joyeux drilles, artisans, notables, intelligents, médecins réputés, arbitres intransigeants ou grand-père idéal. Amnésique ordinaire, je pense à leurs enfants, le mal que je leur souhaite, c'est d'avoir dans l'esprit, loin de ces Philistins, plein d'espoir et d'envie, de changer le destin, la soif de devenir utopiste, poète, Jamila. Que leur chant jusqu'à toi déchire le silence pour apaiser un peu l'inusable douleur. Que mon chant jusqu'à toi déchire le silence pour apaiser un peu l'inusable douleur. C'est comme une vision divine, radieuse, une surimpression qui s'ajoute au tableau. Ta silhouette est là, embrumée d'un halo, comme on voyait jadis sur les images pieuses, Jamila. Jamila, Francesca Solleville. Bon, vous pouvez ranger vos mouchoirs. Hein. On va vous parler maintenant sur Arakaï, toujours d'Adolfo Kaminski et de l'expo qu'on a visité au musée des arts et traditions juifs. D'art et d'histoire du judaïsme. D'art et d'histoire du judaïsme, rue du Temple, là, voilà, dans le Marais. Bon, il faut passer par un sas de sécurité, hein, mais bon, on y passe quand même. Jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Voilà, on a vu donc cette expo. On va vous parler de la photo, bien sûr, mais il y a aussi dans cette expo son petit atelier en réduction, bien sûr, parce qu'il était plus important que ça, la vérité, mais de la fabrication des tampons, de la fabrication de ces faux, avec quelques plumes, quelques encres, etc., quelques tampons, justement, et puis les œuvres qu'il a, les passeports, etc., papiers divers et variés, faux, dont les gens avaient besoin, parce qu'il ne suffisait pas souvent, il ne suffisait pas du passeport, on vous demandait des pièces, voilà, comme des quittances de loyer, comme des choses comme ça, de l'électricité, ça. Voilà, il a fait tout ça, il avait tout ça, des tickets de rationnement aussi, pour avoir à bouffer. Je ne sais pas s'il a fait des tickets de métro, il aurait pu. On a vu ça et c'est vraiment touchant, c'est vraiment, voilà, on est là au cœur. Et nous, on n'avait pas encore lu le bouquin. Je pense que si on avait lu le bouquin,
on aurait été encore beaucoup plus attentif à tout ce qu'on voyait de son œuvre de faussaire, en tout cas. Et à côté de ça, évidemment, il y a l'œuvre photographique, et là, on est aussi vraiment complètement dans sa photo des rues de Paris, des gens de Paris, etc. C'est beaucoup. Il a fait aussi de la photo en Algérie. Ouais. Il y a beaucoup de photos d'après-guerre, hein, les lumières de Pigalle, des amoureuses dans la nuit aussi. Des enfants. C'est un peu comme Douaneau, quoi, voilà, mais différent. Mais bon, voilà, sa carrière de photographe, évidemment, a pâti de sa carrière de faussaire, puisqu'il n'a jamais fait vraiment de son vivant d'expos de ses photos, il n'a jamais poussé, c'était pas le genre à se faire de la publicité, voilà, hélas, mais c'est vraiment des très très belles photos. Ouais, il y a tous ces anciens métiers de Paris. Il y a une anecdote justement où on voit un vieux monsieur barbu devant sa boutique, sa librairie, je crois. Ouais, puis il y en a un autre, un rempailleur aussi. Ouais, alors justement, il dit que ces hommes barbus, ça lui rappelle un mauvais souvenir, parce qu'il dit que quand il était à Drancy, il avait sympathisé avec un couple assez âgé, justement, et ce mari portait une belle barbe bien taillée, qu'on l'a rasé avant sa déportation, et que du coup l'homme avait perdu tout ce qu'il y avait dans son regard, quoi, avec sa barbe. On lui avait retiré sa dignité, donc on peut dire qu'il rend un petit peu hommage à tous ces gens qu'il a croisés aussi comme ça, quoi. Il y a toute une série sur les péniches aussi, les péniches. Il y a une série sur les puces, ça j'aime beaucoup, sur les puces de Paris. Il y a une série sur des bancs, on voit des bancs parisiens. Enfin, Paris est très présent, un Paris un peu mystérieux, un peu de nuit, un Paris un peu pas galvaudé, pas un Paris touristique, quoi. Il y a des religieuses en train de lire sur les bords de Seine. Et donc c'est des photos en noir et blanc, effectivement, qui sont absolument magnifiques. On aimerait bien en voir d'ailleurs même encore plus que ce qu'on peut voir dans l'exposition, quoi. Il y a 2 salles, donc c'est déjà une grande exposition, hein, mais on s'en lasse pas, quoi. Non, il y a un petit gamin aussi, voilà. Là, ça pourrait être un Douaneau, avec une fontaine parisienne qui est en train de picoler de l'eau, un titi, quoi, voilà. Oui, le libraire barbu, oui, tout à fait. Ça devait lui rappeler aussi, à Drancy, mais en même temps, puis le poinçonneur, oui. Et puis ça devait lui rappeler aussi les juifs religieux qui ont tous la barbe, etc., etc. Parce que, par exemple, ce rempailleur, là, ça pourrait très bien être un rempailleur du ghetto de Varsovie, ou quelque chose comme ça, ou d'un shtetl de ces endroits-là. Et puis aussi, des photos de quelque sorte d'industriel, là. Il y a une usine métallurgique algérienne, voilà, en construction avec les tiges de métal, le port de Marseille, un vieil Algérien en turban avec un tout petit garçon mignon comme tout. Voilà, c'est pas simplement de la photo comme on fait maintenant, on se photographie entre soi, etc., etc. Non, il s'est baladé. C'est un baladeur, un marcheur infatigable. On le voit aussi on voit ses tampons. Et lui, avec son appareil photo, sa chambre claire, là, voilà, avec une grande barbe, et lui aussi, il a la barbe en étant âgé comme ça, qui fait très, très religieux, alors qu'il n'est pas du tout. Ouais, c'est ça, voilà, c'est Adolfo Kaminski. Voilà, il avait son relais flex et il arpentait les rues. Alors maintenant que cette exposition est là, peut-être qu'on pourra voir plus de ses œuvres, on espère, quoi. Oui, on espère qu'il y aura une exposition consacrée une plus grande exposition consacrée à son travail de photographe, parce que ça le mérite vraiment, mais vraiment. Je peux en parler puisque j'ai travaillé pendant quelques années dans la presse photographique et j'ai côtoyé à peu près tous les photographes connus à cette époque-là, comme Cartier-Bresson, Martine Franck, Le Quérec et compagnie, et d'autres, Hibou, machin, truc et chose, c'est pas tous, mais mes préférés, c'était plutôt les gens de Viva, comme Le Quérec et Martine Franck et d'autres, hein, j'oublie les noms. Voilà, donc j'ai vu beaucoup de photos. La salle aussi, voilà. Vassal, pardon, j'ai vu beaucoup de photos, mais bon,
Et je peux vous dire, je suis pas un expert hein, quand même, mais en ayant vu beaucoup de photos, et des meilleures, je peux dire que avec un certain sérieux, que ce qui est pas tout à fait mon trip, enfin bon, de temps en temps, avec un certain sérieux, que Adolfo Kaminski est un bon photographe. Et quand je dis bon, c'est pas un mot, je veux pas employer les superlatifs, parce qu'il avait horreur de toutes les superlatifs. Donc je veux pas non plus chagriner, hein, s'il écoute l'émission, monsieur Kaminski. Hein. Bon, on peut peut-être lui envoyer, en fait. Oui, on pourrait peut-être lui envoyer. Voilà, alors si on veut aller plus loin, donc je vais mettre en ligne ce petit film, je vais mettre le dossier de presse du musée, mais il faut lire ce petit bouquin de sa fille, là, Adolfo Kaminski, Une vie de faussaire, c'est aux éditions de poche, hein, ça coûte 7,20 €, ça se lit facilement, on est en immersion. Vous pouvez l'acheter en allant visiter l'expo. Voilà. Hein, et par contre, en 2019, il y a l'apparition de Adolfo Kaminski, Changer la donne. Ouais. Donc ça, on l'a pas lu, on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a rien d'écrit dessus. Non. Voilà, donc en tout cas, on est ravis de vous avoir fait découvrir cet homme hors du commun. Ouais, nous, on est complètement... voilà, quand des fois, il y a des périodes de blues et tout ça, quand on voit la vie... de cet homme, on se sent vraiment, on n'a plus le droit d'être malade, on n'a plus le droit d'avoir le spleen ni rien, on a le droit d'être joyeux, et heureux de vivre et de voir le soleil tous les jours se lever et tous les jours se coucher. C'est un faubourg de Buenos Aires, décor de planches et de tonneaux. Les enfants jouent sur la poussière, dans le soir passent des oiseaux. On ne reverra plus le père des messieurs sont venus tantôt. Crâne rasé, gueule sévère, l'ont emmené dans une auto. C'est un faubourg de Buenos Aires, les yeux lavés par les sanglots, le dos courbé par la misère, des femmes vont chercher de l'eau. Dans la prison, les militaires, les huissiers brisent les os. La chair éclate sous le fer, le sang gicle sur les carreaux. C'est un faubourg de Buenos Aires, la nuit sera noire bientôt. Les mots sont cachés dans les pierres, la peur habite les cerveaux. Dans leur palais, dans leur repère, comment s'endorment les bourreaux. C'est à l'autre bout de la terre, tout est calme, dit la radio.
Les faubourgs de Buenos Aires, Michel Buller, parce qu'évidemment, Adolfo Kaminski a aussi aidé les révolutionnaires d'Amérique du Sud. Oui, surtout, il était en Argentine. Mais Buenos Aires, c'est en Argentine. Ouais. C'est en Argentine. Et toujours sur Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbet, l'émission à Racaille poursuit son petit chemin de la route qui va s'arrêter un moment sur les expos. Pas le chemin qui va s'arrêter, mais c'est le clampin, le routard, quoi, voilà. Eugène Leroy au MAM jusqu'au 28 août. Gaudi et Mayol à Orsay jusqu'au 17 juillet. Toyen au MAM encore jusqu'au 24 juillet. Auburtin au musée de Pontoise jusqu'au 21 août. Le musée de Vernon, saga familiale jusqu'au 2 octobre. Au musée de Vernon, sympa. Juifs et musulmans au musée de l'immigration Port-Doré jusqu'au 17 juillet. Plus que 5 jours. Non, demain. Enfin, 5 jours demain. L'œil de la femme à barbe, créature des guerres minées, œuvre textile de Barbara Antuono. Michel Ragon, musée de l'histoire vivante à Montreuil. Et puis nous devons parler aussi de notre camarade Juliette, en relégation à Rochefort-sur-Mer, une graveuse, une élite de la gravure, en lino, la linogravure, oui, taille d'épargne. Voilà. Qui va faire un stage. Voilà, elle fait un stage à l'atelier du Graffus, c'est les 13, 14 et 15 août. Donc c'est apprendre à réaliser une gravure avec plusieurs couleurs. Donc il y a le dessin, il y a l'impression, le creusage, le calage. Et donc c'est 180 €, il y a 6 personnes maximum, 10h, 17h. 3 rue Champlain à Rochefort. Je vais mettre l'affiche. Oui, d'accord. Comme ça, vous pouvez la contacter. Hein. Voilà. Bon, Juliette est une personne super, donc je pense que le stage, il y aura une très bonne ambiance. Et nous, on aime beaucoup son boulot. Donc voilà, si vous avez envie de vous mettre à la lino, c'est l'occasion de le faire avec Juliette. Quoi. Avec Juliette, parce que c'est un maître. Vous en apercevrez si vous faites le stage. Enfin, il faut avoir un peu de sous quand même. Hein. C'est pas pour le prolo de base. Hein. Mais rien n'est pour le pot de base. Ben, rien. Voilà, ça, il faut voir. Surtout pas les stages de gravure. Juliette est un petit bonheur de sourire. Oui, tout ça, parce qu'en plus, elle sourit. C'est quand même rare, hein, les gens qui sourient. Et elle sourit, puis c'est pas un sourire de film star, hein, c'est un vrai sourire. Voilà. Bien, et puis alors, film et lecture, alors... Alors, film et lecture, je suis en train de lire un livre et j'en parlerai la prochaine fois, parce que j'en suis même pas au tiers, donc j'ai envie de garder ça pour moi pour l'instant. Un film, il y a un doc qui est sur France Télévisions, je mettrai un lien, sur l'histoire des bals populaires. Et toi, tu l'avais vu, j'ai une amie qui me l'a conseillé aussi. Moi, c'est vrai que j'adore tout ce qui tourne autour de la danse, que ce soit la danse folklorique dans les régions, que ce soit le rock, que ce soit toute cette histoire, la musique et les corps qui bougent en fait. Et donc ce doc justement parle de toute l'histoire des bals, que en fait la population, quels que soient les événements tragiques qui arrivaient, a toujours eu envie et besoin de se retrouver pour danser. Donc on démarre dans les régions avec des bals traditionnels, hein, comme en Bretagne ou dans toute région, soit la bourrée, les baloches. Et puis après il y a les balles, et puis il y a eu les guerres, mais les gens quand même continuent à danser jusqu'en fait ça termine avec ces rave parties qui sont encore une autre façon de se retrouver pour danser, quoi. Oui. Et alors, qu'est-ce que je voulais ajouter à ton petit laïus Ah oui, j'ai moi aussi vu un doc. J'ai pas vu la totalité parce qu'à un moment j'étais complètement saturé. C'est sur un doc sur l'Allemagne, pourquoi elle a perdu la guerre, ses fautes, etc. Avec surtout en guest star Adolphe. Et j'ai appris donc dans ce doc qui était assez glauque quand même. C'est pour ça que j'ai arrêté. À un moment j'en ai eu marre. Le glauque ça va un moment, mais il ne faut pas que ça dure trop. Où il dévoile enfin pour les béotiens comme nous, parce que je suis sûr que quelques historiens quand même étaient au courant, que Hitler, mais pas seulement lui, son entourage, etc., tout le monde se camait, Hitler particulièrement à l'héroïne, à la coke, et aux amphétamines, etc. Qu'or les moments où il se droguait, il avait un docteur qu'on appelait Monsieur Seringue, enfin c'est son entourage qui l'appelait Monsieur Seringue, voilà.
Et si vous voulez, pendant les derniers mois de vie de cet individu, toutes les usines pharmacologiques allemandes, enfin ceux qui fabriquaient les chimistes allemands, ont été bombardées, donc il n'y avait plus de... Hitler ne pouvait plus sniffer de la coke et tout ça, ni se faire des piqûres, et bon, bref. Donc c'est ce qui explique son état de délabrement avancé, comme s'il est mort quand même pour son 57e anniversaire. Hein. C'est quand même assez... Pour aujourd'hui, ça paraît jeune, voilà. Mais il était complètement jeté, et comment dirais-je... et même l'armée allemande, si vous voulez, ils auraient inventé une espèce de booster, maintenant c'est sous forme de... Ces trucs qu'on boit là, comment énergisant. Red Bull Hein? Les Red Bull? Oui, maintenant on a les Red Bull, hein. Ça ne porte pas à conséquence. Mais là, chez les Allemands, ils ont trouvé un produit qui donnait de l'énergie, qui empêchait de dormir, etc. Et on en a fabriqué pour toute l'armée allemande, c'est-à-dire que toute l'armée allemande était droguée avant comment dirais-je, les affrontements, les batailles, etc. etc. Et tout le monde, quoi, c'est-à-dire l'Allemagne, de tous les soldats, etc., etc. Et voilà. Et donc c'est que ça quand même, on peut penser, si vous voulez, enfin bon, quand on n'est pas au courant de ça, on se dit c'est des gros, c'est vraiment les plus salopards, et ça n'existe pas. Mais en plus, quand on apprend qu'est-ce qui donnait de l'énergie à tous ces gens-là, on est un petit peu quand même au sous-sol comment dirais-je, de l'humanité. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, j'ai pas. Si vous pouvez, si vous avez le courage de voir le doc en entier, bah vous pouvez. Mais bon, moi je dis, j'ai lâché l'affaire parce que c'était trop. Et nous poursuivons. Vous êtes toujours évidemment sur Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans l'eau et sans courbette, qui émet depuis un garni tout pourri et diffuse sur aracaille.fr, sur internet plutôt, aracaille.fr. Et tout de suite on salue nos potes, là, nos amaches. Attention, je pense aussi Claude et André dans l'ancien, Claude et William, nos potes de Brest, on a reçu des nouvelles. Ouais, merci, super les copains. Ouais. Non, et puis merci à William qui m'a dit que le nem était du genre masculin. Ça, je cherchais, voilà, parce que je suis une cure de nem en ce moment. Jean-Paul Souraz, un grand peintre de Schnorr qui habite à Coudekerbranche, une petite maison de Schnorr en briques avec un petit jardin et tout, c'est craquant comme tout. Il a son petit atelier là et il peint, voilà, mais il peint des chefs d'œuvre. Claudine, Corinne, Joël et Anne-Emmanuel, et puis Fredo, bon, j'ai oublié mon Fredo, non. C'est 4 potes, 3 filles et 2 garçons, dont un est un fugueur professionnel, Joël qui passe les 3/4 de son temps en Égypte. Il est reparti en Égypte. Il est reparti? Et donc je dis, il vient, il repart aussi sec parce qu'il ne supporte pas le climat français, voilà. Il est au Caire, on fait une petite galerie, pareil là-bas. Bon. Joël, il courageux quand même. Bon. Et Corinne. J'ai parlé de Claudine aussi. Oui. Claudine, oui. Claudine, Clo-Clo. oui. Qui est allé avec ma camarade Piquet-Cou et puis Laurence et Laurent qui sont allés visiter le château de Fontainebleau, le fumoir de l'empereur, où ils devaient regarder, voir quelques barbouilles de Rosa Bonheur, mais manque de peau. Le musée n'était pas ouvert aux visiteurs. Bon. Ouvert que le week-end. Bon, on a passé une bonne journée. On s'est consolé avec un apéro, une sieste au bord des bassins. Oui, non, mais ne vous inquiétez pas, ça le vivre. Voilà, alors Corinne, qui est une tapissière de génie, et j'adore son travail, j'ai reçu quelques photos d'elle, 2 photos, voilà, de ses dernières créations. Joël, je vous en ai parlé, Anne-Emmanuel, qui est une graphiste émérite, une peintre aussi. Et Frédéric aussi, qui fait des petites peintures, des petites aquarelles qui sont charmantes. Juliette Plante, on va vous en parler, une graveuse splendide, enfin son travail, surtout elle aussi, elle est pas mal, qui vit en relégation à Rochefort-sur-Mer, voilà. Une graveuse de taille d'épargne. Marie-Christine Béguet, une autre graveuse, mais elle n'a pas de taille d'épargne, plutôt
de cuir et de zinc, une fanatique de la ligne. Et qui a signé pour sa maison et qui va déménager bientôt. Oui, à Hippolyte Dufort. Hippolyte Dufort, ouais. C'est dans les Cévennes, oui, c'est un petit bled sympa. Mais les Cévennes, globalement, c'est vraiment sympa. C'est un peu sauvage. Ce qu'a perdu la Provence en sauvagerie, la Cévenne l'a conservé. Clément, qui grave sur tout ce qui bouge, le Vincent Van Gogh de la gravure, qui fait des gravures d'ailleurs, beaucoup de gravures, beaucoup de son travail sont des jeux pour les enfants. Voilà, c'est sa particularité. Enfin, il faut que les enfants, ils aient quand même, soient solides, ils soient optimistes, parce que c'est quand même un peu monstrasse. Agnès Dubart, une graveuse aussi, qui anime elle aussi un stage, mais c'est en Bretagne. Tu avais mis les coordonnées sur le... Ouais, donc si vous fouillez un peu sur le blog, vous trouverez. Thierry Morciot, un graveur belge de Bruxelles, excellent, magnifique, superbe, comme peuvent l'être les graveurs de Schnorr. Alice Amoroso, une graveuse, la plus jeune graveuse du monde, génie, vraiment, bon bref, on est complètement sidéré par son magnifique travail, et sa personnalité, voilà, qui est assez exceptionnelle aussi, ainsi que Raoul Viloula, qui est aussi un graveur en taille d'épingle, il est même sur le cuivre aussi, et qui a eu le premier prix Matrix. Gravix, pardon. Matrix. Je suis un peu pollué par les films. Qui est le premier prix Gravix de la fondation. Taylor. Ah bah non. Oh non, mais je patine, là c'est la fin du truc. Voilà, Colette, Jacqueline et Nicole, 3 femmes d'artistes, dont malheureusement les compagnons sont partis voir ailleurs si elles y étaient. Ils l'ont glissé, comment dire la chose simplement. Liliane et Laurence, deux écrivaines de polar, magnifiques. Tu peux rappeler les polars qu'elles écrivent? Eh bien, les livres sur Victor Legris et Jérémy Nelson. Voilà. Alors bon, Laurence est toute seule maintenant parce que sa sœur Liliane, la co-écrivaine, est partie. Voilà, pour une villégiature éternelle. Bon, on pense beaucoup à Laurence qui est maintenant un peu seule, puisque son compagnon Bernard aussi a pris le chemin de la route de l'éternité. Alors Geneviève, notre sorcière bien-aimée, qui va, qui vient, qui va bien, qui va moins bien, mais qui est toujours bon pied bon oeil, hein. Marie-Christine et Christophe, des militants chez Militants qui militent. Cécile, tu la sens la 5e puissance. Oui, Cécile, on la sent toujours et on t'aime. La Russe flamboyante, qui anime 2 émissions, une pour les enfants, une pour les adultes, le mercredi, sur une radio Omni. José Arthur Le Mélange, même punition, même motif. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre célébrissime de Bourg-en-Marlotte, dont nous avons découvert l'œuvre chez Florence Quenu, qui tient la librairie L'Empreinte, aussi à Bourg-en-Marlotte, et qui de temps en temps prête ses cimaises à des artistes locaux. C'est bravo, si toutes les librairies faisaient le même boulot, ça irait mieux pour les rapinos. Colette et Alain, 2 mécènes de chez Mécène, qui mécène, gentil comme tout, hein. Et d'ailleurs, récemment, ils ont acquis une œuvre magnifique d'Alice Amoroso. Dominique Paul Alardouin, une galériste qu'on adorait et qui malheureusement, aujourd'hui, a rejoint, si vous voulez, les plaines du Grand Manitou, si on peut dire ça comme ça, ainsi que sa maman, Thérèse Franco, qui était elle-même une grande galériste, voilà, qui a refilé toutes ses œuvres, toute sa collection, plus de peut-être 1500 œuvres, je ne sais pas combien, à une fondation, enfin c'est une fondation, enfin un espace artistique qui se trouve à Montelieu, voilà, et c'est une ancien chose où on vendait une coopérative vinicole, voilà, qu'ils ont transformé, qu'ils ont restauré, et toutes les pièces picturales ou sculpturales de Thérèse Franco sont là et vous pouvez les visiter tous les jours. Montelieu est un petit village formidable du côté de Carcassonne. Voilà. Il y a un petit bistrot sur une place avec un grand platane où on peut l'été surtout se cloquer des bières
des petites mousses un peu. Marie Degnaud, une galériste extraordinaire pour nous, à notre goût. Voilà. Antoine Manuri, qui fait partie du groupe des Champignons, un groupe musical top niveau qui adore Mathieu Marat-Piquet. Ouais, pas de nouvelles d'Antoine. Bon, pas de nouvelles. Alors, Tonio, il faudrait peut-être un peu bouger le cornet à piston là. Galerie Carambedou de Brommarlotte, Marie-Louise, une auditrice fidèle, et Anna, une peintre polonaise, mais il faut voir le boulot qu'elle abat. C'est violent, c'est fort, c'est la peinture. Voilà. L'émission est à l'écoute sur notre blog ararakai.fr et nous allons nous finir avec Faut vivre de Moulji, chanté par Mélismel. Salut les copines, salut les copains. Salut à tous. Malgré l'écran suet une néance, et pour mieux nous manger enfants, et les silences, et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore, et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler, et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort s'il peut parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.